On va continuer en se parlant d'innovation et plus spécifiquement de technologie et d'intelligence artificielle avec Régis Lavis, Sustainability Lead chez Microsoft. Alors bonjour Régis, merci d'être là parmi nous. On va se parler effectivement d'IA et de tech avec deux sujets, à la fois la performance environnementale de l'IA en tant que telle et l'impact que va créer l'IA dans son usage. D'abord sur la performance environnementale de l'IA en tant qu'outil. Comment est-ce que vous évaluez chez Microsoft cette performance et surtout comment est-ce que vous voyez son évolution avec l'augmentation de l'usage de l'IA qu'on perçoit? La performance environnementale de Microsoft, elle s'articule autour de 4 grands piliers. Le carbone, l'eau, les déchets et la biodiversité. Et on a pris sur ces 4 piliers des engagements ambitieux en 2020. On va dire pour chacun de ces piliers de réduire notre impact et à chaque fois que c'est possible de pouvoir le compenser d'une certaine façon. Donc comment ça se décline? Pour le carbone, ça veut dire qu'on a pris l'engagement de devenir carbone négatif en 2030. Au-delà de la connotation un peu marketing de la formulation, ça veut dire réduire drastiquement nos émissions directes, donc scope 1 et 2 pour ceux qui sont familiers avec le GHG protocole, et réduire de plus de 50% nos émissions donc indirectes, le scope 3. Et puis de recourir à du carbone removal, donc des projets qui vont vraiment physiquement retirer du carbone de l'atmosphère pour un volume équivalent à nos émissions résiduelles. Et on a la même démarche pour l'eau et une démarche également similaire pour la biodiversité où on va protéger des surfaces de milieux naturels supérieures à notre empreinte territoriale, donc à la superficie de nos data centers et de nos campus. Parce qu'effectivement, le point crucial quand on se parle notamment de ce scope 3, c'est la question des data centers. Donc effectivement, comment est-ce que vous abordez cela? Les solutions, elles existent aujourd'hui. Effectivement, vous les faites, je suppose, en collaboration avec les collectivités, les endroits où vous les implantez. Ouais. Et donc, j'étais sur les engagements. Juste pour répondre sur les data centers, il faut que je dise un peu là où on en est aujourd'hui. On a à la fois bien progressé sur certains sujets, donc notamment sur la réduction de nos émissions scope 1-2, sur la réduction de notre empreinte en eau également. Sur la partie carbone removal, on a fait des très gros progrès. En revanche, on a un challenge énorme aujourd'hui sur, par exemple, les émissions indirectes, donc le scope 3. Donc notre scope 3, il a augmenté de 31% en 2023 par rapport à notre baseline de 2020, ce qui fait que notre carbone au total, comme notre scope 3, c'est plus de 96% de nos émissions, il a augmenté de 29%. Donc là, pour nous, ça c'est un énorme challenge. Et cette augmentation de nos émissions indirectes, elle est notamment tirée par la construction de nouveaux data centers. C'est là le lien avec votre question. Et en fait, la construction de nouveaux data centers, c'est du béton, c'est de l'acier, c'est des serveurs. Et tout ça, c'est des secteurs qui sont aujourd'hui hard to abate, difficiles à abattre et qui sont donc émissifs. Donc une première action qu'on mène, c'est de recourir à des matériaux qui soient moins carbonés. Et donc ça, on travaille beaucoup avec nos fournisseurs. En tant qu'acheteurs, on peut se permettre, nous, de payer, on va dire, un peu plus cher pour obtenir des produits qui soient un peu décarbonés. On travaille aussi en tant qu'investisseur. On a un fonds d'investissement, donc on a appelé le Climate Innovation Fund, qui est doté d'1 milliard de dollars pour investir dans des sociétés qui ont des solutions avec un impact environnemental positif. Donc on est investisseur aussi. Et puis enfin, on cherche à faire émerger aussi des mécanismes de marché qui vont rendre possible un passage à l'échelle de ce type de technologie. Donc, par exemple, pour le béton, c'est s'inspirer de ce qui a bien fonctionné pour le marché de l'énergie au travers notamment des mécanismes type Power Purchase Agreement, donc qui permettent de donner de la visibilité à un porteur de projet et qui va lui permettre du coup d'investir dans des nouveaux assets éoliens ou photovoltaïques et pour ajouter, on va dire, des capacités de génération décarbonées sur le marché.
on pense qu'on peut s'inspirer de ce type de mécanisme pour les appliquer sur d'autres marchés où on a besoin de faire grossir à la fois le supply et le demand. C'est le cas pour le béton bas carbone, et où on a parfois une difficulté à avoir la bonne capacité de production de béton bas carbone à l'endroit où on va avoir besoin de construire des bâtiments en béton. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact de l'IA ? Donc on est toujours sur l'impact direct, on va dire, sur son empreinte environnementale. Du coup, il y a donc... si je reviens sur l'aspect physique, l'IA, c'est des données et des capacités de calcul sur ces données. Et ça sur deux phases, sur une phase d'entraînement pour les modèles de langage, et puis après sur des phases d'utilisation, donc d'inférence. Donc physiquement, ça veut dire une phase de construction, on va avoir besoin de béton, d'acier et de serveurs, je viens d'en parler, et une phase d'utilisation où on va avoir besoin d'électricité pour alimenter les data centers, et puis aussi parfois d'eau pour refroidir les data centers. Donc, comment on mesure ça? J'ai évoqué du coup la partie construction tout à l'heure. L'IA représente une portion des data centers qu'on construit. Microsoft ont fourni des services cloud. L'IA, c'est un axe évidemment extrêmement important pour nous, mais ce n'est pas la totalité des services qu'on peut fournir. Sur la partie consommation d'électricité, pour Microsoft, aujourd'hui, l'IA représente 1% de notre consommation d'électricité. Et si j'en crois l'Agence internationale de l'énergie, les data centers au global, ils représentent aujourd'hui 1,3% de l'électricité consommée dans le monde. Et la part de l'IA, c'est 0,2% aujourd'hui de l'électricité consommée dans le monde. Alors, ça progresse très vite parce qu'on est sur des croissances qui sont pour les data centers de 8 à 20% par an, donc on est sur une croissance qui est importante et qui contribue à la demande d'électricité qui est évidemment croissante. Mais à l'échelle de l'ensemble, j'ai envie de dire, du marché de l'électricité, on voit que c'est une portion qui est faible. La demande de l'électricité, elle est essentiellement tirée par les besoins des pays qui n'ont pas encore accès à l'électricité pour pouvoir s'électrifier, et puis pour répondre aux enjeux de décarbonisation, on voit qu'on a besoin d'électrifier beaucoup d'usages. Donc voilà, donc quelque part, les data centers et l'IA, ils contribuent à cette demande croissante, j'ai envie de dire, d'électricité et d'électricité décarbonée, avec les ordres de grandeur que j'ai évoqués tout à l'heure. Et juste du coup, pour finir, effectivement, la notion d'impact positif dont on parle tout au long de cette matinée, elle est un peu au croisement entre engagement, contraintes réglementaires, mais aussi du coup une idée de performance chez Microsoft. Vous la percevez comment ? Donc là, si on bascule sur les impacts, on va dire, de l'IA elle-même, en fait, nous, ce qu'on observe, c'est que l'IA, elle est extrêmement puissante pour pouvoir prédire et mesurer et prédire l'évolution de systèmes complexes. Et tous les sujets environnementaux, climatiques, biodiversité, à chaque fois, ce sont des systèmes qui sont extrêmement complexes. Donc, on a vraiment des cas d'usage qui sont extrêmement puissants pour aider les entreprises, par exemple, à mieux mesurer leurs émissions, à identifier des leviers pour baisser leurs émissions ou leurs déchets ou leur consommation en eau ou leur impact en termes de biodiversité. Donc ça, c'est un premier pavé, j'ai envie de dire. Il y a une deuxième catégorie d'usage de l'IA qui est un usage vertueux, c'est pour accélérer le développement de solutions durables. Un exemple, c'est par exemple pour de la recherche sur des matériaux qui permettent de stocker donc de l'électricité dans des batteries. On a réussi à accélérer des process de développement produit et de sélection des matériaux de plusieurs années, qui prenaient plusieurs années. On a réussi à les faire en quelques semaines grâce à l'IA. Puis une dernière catégorie, c'est l'IA peut aider tous les professionnels, j'ai envie de dire, de la durabilité à démultiplier leur impact, à apprendre beaucoup plus vite, à traiter beaucoup plus, de manière beaucoup plus automatisée, toutes les données qu'ils ont besoin de traiter. Et on sait que dans ces questions autour de la durabilité, il y a beaucoup de quantitatifs, beaucoup de KPI, que c'est des sujets qui sont très complexes, mais il y a aussi beaucoup de narratifs. Et donc là aussi, l'IA générative peut vraiment aider à gagner du temps sur à la fois la production d'éléments narratifs, mais aussi sur la capacité à les analyser. Donc je pense un vecteur important pour que les populations, si je devais un peu simplifier, de l'économie sociale solidaire, des personnes qui sont sur l'impact ou des directions développement durable des entreprises, que toutes ces populations-là soient le plus efficaces possible. Merci beaucoup Régis, merci pour votre intervention.